C'était le mode qui leur permettrait de continuer à fonctionner, celui qu'ils avaient eu au départ. Et leur antagonisme serait peut-être leur arme contre l'impuissance ou la dépendance. Il avait découvert à sa grande surprise qu'au contact de Sarah, si amoindrie qu'elle fût, il s'était affirmé. C'était plus ni moins. Et s'il ne revenait ni l'un ni l'autre, si l'impatience de Sarah et sa propre solitude se réaffirmaient, de telle sorte que la vieille incompatibilité remontait à la surface, prenne une décision. Non, ne rajoute pas de sucre dans ton café. Tu grossis. Ces mots les firent sursauter, comme une condamnation. Isabelle rougit fortement. Devant leur changement d'expression, Archie retira ses doigts de ses oreilles. Ne vous inquiétez pas, Mrs. Fibiche, dit-il. Nous nous sommes décidés pour Fulham-Road, bondit Isabelle, complètement hérissée là, devant toi, dit-il en indiquant un de ses bouts de papier. Rez-de-chaussée, 3 chambres, jardin exposé à l'ouest. Accès facile à tous les transports publics. Totori, ravi. Et voilà. Et il n'écoutait même pas. Christine eut un coup au cœur, mais elle s'aperçut en même temps qu'elle était assez fatiguée. Je propose que nous allions voir, dit Toto. Tu viens? Le soleil brilla un instant sur le pare-brise couvert de gouttes de pluie, pendant qu'ils avançaient au ralenti dans King's Road. Vous voyez, dit Archie avec enthousiasme. Tout ça et même un théâtre à proximité. Isabelle se taisait, elle savait que c'était le père de Toto qui payait. Comme elle avait un grand sens pratique dans ses meilleurs moments, elle se demandait combien de temps il lui serait permis de rester. Elle se disait qu'aussi longtemps qu'elle tiendrait, Toto ne pourrait pas faire vivre une autre femme chez lui. Elle fut soudain impatiente de s'installer. Sa thèse traînait depuis trop long et s'étend et son directeur lui posait des questions. La usine de Christine était tellement plus sympathique que la British Librairie. Mais il réalisait tout à présent que le moment était venu. Toto était songeur. 199. 31 vraiment grossier. Le mandat Théon sans sa personne en paliutilixi. Christin le consola. J'y passe. Un point virgule invite. TH n'a faire attention. CC. Pig vous nous avez trop ici. 11 secondes. Missis. Easy, Liarch, 1111 était Nat, on scrutil nous VNN terriblement reconnaissant. C'était définitif, et Christine eut un nouveau pincrement de sœur. Il fallait que ça arrive, se dire que le, et eux quatre décida d'aimer l'appartement quels que fussent ses défauts. S'il était horrible, ainsi qu'elle le soupçonnait, Toto pouvait toujours rentrer à la maison. Et sinon, alors elle et Fibiche y seraient peut-être un jour les bienvenus. À l'idée que leurs chemins allaient se séparer, elle retrouvait sa timidité, comme un visiteur importun venu du passé. L'appartement n'était pas horrible, il était grand, clair, et avait l'air extrêmement vide des lieux récemment transformés. Enfin, des portes-fenêtres poussiéreuses doublées de grilles en fer forgé ouvraient sur un jardin détrempé, où le soleil brillait par intermittence sur la pelouse mal entretenue. Des nuages gris arrivaient de l'ouest et assombrissaient les pièces, hauts de plafond. Mais Christine remarquait que l'installation était bien faite, et que la cuisine et la salle de bain étaient neuves, ce qui évitait des frais considérables. Tous les murs étaient peints d'un blanc ivoire auquel le ciel changeant au nez une couleur indécise. Je peindrai cette pièce en vert foncé, dit Toto. Alors ça te plaît, demanda Christine. Ouais, dit-il, et il s'assit sur une caisse pleine de fils électriques qui étaient restés dans ce qu'elle pensait être le salon. Et les autres? F. Aïe 44 est, ouais, dit-elle-tive, 4 Ferti. Ils seront d'accord, dit Toto en tirant de sa poche le New-Yorkais pour y chercher les programmes des spectacles. Naturellement, papa voudra voir l'appartement, murmura Christine, et elle savait que la décision était prise. Elle se promena dans les pièces vides, tâta les radiateurs. Ça te plaît, Isabelle, demanda-t-elle. Et à toi, Archie? Très bien, répondit gaiement Archie. Christine voyait qu'Isabelle était folle d'enthousiasme. Elle avait les joues en feu et retenait sa respiration, craignant que l'endroit ne soit trop cher. Nous paierons un loyer, naturellement, assura-t-elle. Alors je crois que c'est arrangé, dit Christine en souriant. Je ferai venir mon mari ce soir. Il faudrait me laisser la clé, ainsi, il quitte la maison, demanda Hartmann, surpris que Fibiche prenne la chose avec autant de calme. Mais Fibiche était tellement fier de s'être conduit comme un parent adulte, tellement content que sa femme en soit fière elle aussi, qu'il soupira et sourit. Oui, c'est un homme, maintenant ils avaient été très heureux, Christine et lui, d'aller revoir l'appartement et d'y avoir été bien reçus. Cette tolérance de la part des jeunes l'avait enchanté.
Toto avait peint lui-même sa chambre, et il fallait admettre que les murs vert foncé étaient très beaux. Les rideaux à rayures vertes et blanches fournis par Christine allaient très bien. Merci, maman, dit Toto. Génial, il s'en désintéressait déjà. Bientôt Christine s'entendit avec Isabelle pour décorer sa chambre. La jeune fille aux airs contestataires avait en réalité des goûts étonnamment conventionnels, comme l'avait craint Christine. Archie était indifférent au décor et garda ses murs ivoires. Christine commanda des rideaux de lin beige uni pour tous les deux. Elle était au cou, spuisée. Quand l'appartement fut officiellement levé, ils firent un fête. Ça doit te calter quelque chose, dit Larman par-dessus le bruit de la stéréo que Toto avait monté. Qu'est-ce qu'il va faire à présent? Il dit qu'il a des contacts dans le cinéma, dit Fibiche d'un ton qu'il espérait convaincant. Il s'amusait tellement et les nombreux amis de Toto étaient si gentils avec lui qu'il ne cherchait pas à savoir ce que son fils faisait. Quelle jolie fille, murmura-t-il en agitant un canapé aux asperges. Et il y en a beaucoup, dit Hartmann. Pendant les 2 ans qui suivirent, c'est surtout Isabelle qui maintint le contact. Christine prit l'habitude d'attendre DRE qu'elle lui téléphone d'une voix plaintive avant de venir dîner. Un soir, en rentrant, Phoebe la trouva endormie sur le sofa. Cela raviva certaines de ses anciennes inquiétudes. Comment vivent-ils? Demanda-t-il à Christine. Pourquoi est-elle si fatiguée? Il ne faut pas oublier qu'elle est très jeune, répondit tristement Christine. Ils apprirent que Toto avait pris un agent et attendait des propositions. Il risque d'attendre longtemps, protesta Fibiche. Ça ne lui ferait pas de mal de travailler quelques mois au bureau pendant ce temps. Quand il raccompagna Isabelle en voiture à Fulham Road, ce soir-là, il présenta à son fils un ultimatum. Comme cela ne s'était encore jamais produit, Toto, surpris, accepta. Il avait horreur de la solitude et il s'ennuyait. D'ailleurs, il avait besoin de connaître le 202 monde, dont rien ne lui parvenait. Et dilettante, il aimait assez l'idée de jouer un rôle qui ne lui était pas destiné. Il accepta la proposition de Fibiche avec un certain amusement. Il se présenta au bureau dans un costume gris impeccable, un imperméable Burberry sur le bras, en tenant un attaché-caisse luxueux avec des coins aigus, des tels qu'il avait remarqués chez ceux qu'il était censé imiter. « Il faudra que nous en reparlions, disait-il au téléphone. Puis, pouvez-vous fixer un rendez-vous de principe pour le 12 ? Je dois consulter mes associés. Les secrétaires et les dactylos étaient charmés. Godman le regardait avec admiration. Seul Mie n'était pas impressionné. Il faut dire que Toto ne lui avait jamais beaucoup plu. En réalité, Toto était capable d'un travail intense, mais dès qu'il eut maîtrisé le langage, son indifférence insolente prit le dessus. C'était un employé du genre perturbateur par nature. Il arrivait très tôt le matin, les surprenait tous en étant là avant les autres, puis il s'absentait pendant presque toute la journée. « Je dois avoir mon agent », expliquait-il d'un air désinvolte. « Je crois que son agent est une femme », fit remarquer Hartmann à Fibiche. « Je les ai vus déjeuner ensemble dans mon restaurant. Il trouvait qu'il y avait un peu d'abus, parce que, quand même, c'était son restaurant, mais il eut l'humour d'en rire. Je deviens vieux, se dit-il avec étonnement et sans éprouver sa satisfaction habituelle. Ce fut un instant délicat. Il salua discrètement Toto d'un geste de la main et Toto lui répondit d'un signe de tête. L'agent était fort joli, bien qu'il n'en eût rien dit à Fibiche, et une mèche blonde échappée à la masse des cheveux retenus en arrière retombait sur son front et sa joue de très charmante façon. Elle parlait avec tant d'intention. 203. Cité, entièrement accaparée par photo, qu'elle ne remarqua pas Hartmann, et avait un air suppliant. Hartmann avait toujours pensé que ces choses-là devaient se passer un peu différemment. Mais ce n'est pas mon affaire, pensa-t-il. En tout cas, cette F-mime n'avait aucune chance. Il se dit soudain que Photo ne se marierait peut-être jamais. Christine avait eu la même idée. Toto avait une sorte de dureté, de hauteur et de distance qui semblait s'accentuer d'année en année. Sa personnalité adulte, construite sur une forme de lucidité vis-à-vis de lui-même, apparut en temps voulu, et à 26 ans il était son maître. Christine le voyait s'éloigner peu à peu du domaine des affections enfantines, des amitiés précipitées, des histoires d'amour naïves, des liaisons fondées uniquement sur l'attraction et le besoin, autant de secteurs dangereux de la vulnérabilité où une erreur ou une déception peuvent entraîner, au pire, la souffrance, et au mieux, l'ennui. Toto n'avait le temps ni pour l'une ni pour l'autre. Le temps qu'il ne consacrait pas à se perfectionner était strictement limité,
au point de n'exister pratiquement plus. Par exemple, il devait prendre soin de sa forme. Cela signifiait nager pendant des heures, courir longuement avant le petit déjeuner et une seconde fois le soir, pas de cigarettes, pas d'alcool, et un régime alimentaire sévère. Sa beauté, déjà remarquable, y gagnait un éclat presque inhumain. À mesure qu'il s'éloignait des autres, il pratiquait un style de courtoisie extrême qui remplaçait la tendresse et lui évitait un certain investissement intellectuel. Cette courtoisie exaspérait les demoiselles qu'il continuait à attirer et qui étaient stupéfaites, après une nuit d'amour, d'être traité aussi cérémonieusement que s'il venait d'être présenté. Sa mère était rassurée, ce prodige lui téléphonait de 204. Effort dévoué DC, STIT, CNT Click, IL 111 111, 111 pieds avait pris à tort pour un tout clic dev, IT joue, Erleur. LC d'un tiglitique mire histoire d'amour et de trahison en Yvette Litté, N, 1. Genre de production qu'il avait toujours imaginé, ou plus petit prévu. C'était un petit rôle, minime même, mais la caméra suivait Toto pendant un long passage crucial. Le noir et blanc DC son costume mettait sa beauté en valeur et il fut assez intelligent et sûr de lui pour se fondre dans le décor, sans rien ajouter de lui au mouvement de la scène. Pourtant, sa présence était tellement remarquable qu'un journal devait écrire le lendemain matin. L'ambiguïté de la scène où Prescott traite avec son supérieur est accentuée par le personnage énigmatique du maître d'hôtel, dont la présence rigoureusement neutre donne un relief saisissant à la fourberie des personnages principaux, mais on ne lui a rien donné à dire. Protesta Yvette, tais-toi, ordonna Hartman qui avait préparé son mouchoir. Tous les quatre étaient assis en cercle dans des fauteuils autour de la télévision de Hartman. Phoebe et Christine rougissaient et pâlissaient successivement, cherchant la main de l'autre. Ils examinaient l'image de leur fils avec une sorte de curiosité. Leur appartenait-il encore? Ou bien était-il déjà parti pour atteindre des milliers de sœurs? Serait-il vraiment un acteur ou rien qu'une présence séduisante? Un fantasme de femme au foyer? Ils ne pouvaient pas juger. Penchés en avant vers l'écran, ils osaient à peine croire qu'il fût devenu si sérieux. L'étrange nouveauté qui était là semblait déjà appartenir aux autres, pas du tout à eux. La lenteur même du développement de Toto, ce renversement inattendu de tous les signes par lesquels il avait cru le connaître, cette arrivée tardive les stupéfiait. C'était comme si leur propre personnage, leur héritage mystérieux et même douloureux recevait une sorte de consécration. Ils ne connaissaient pas ce nouveau fils adulte, sorti de son enfance indiscipliné comme un jeune prince de légende atteignant sa majorité. Ce qu'ils reconnaissaient, c'était une qualité de vie intérieure proche de l'ensorcellement, guère éloignée de la mélancolie, mais douée d'une force qu'ils n'avaient jamais connue. Toto était à eux et pas à eux, il était leur apothéose. Ils éteignirent la télévision et se précipitèrent sur le téléphone. Christine parla la première et réussit presque à garder une voix posée. Ce fut ensuite le tour d'Yvette, puis de Hartman. Phoebe fut content d'arriver le dernier. Après les félicitations dues à Toto, Phoebe demanda « Quand te verrons-nous, mon petit, tu nous manques. Nous avons peur que tu nous oublies maintenant que tu es célèbre, je viendrai bientôt vous voir, dit Toto. Même sa voix était calme. Tandis qu'ils retournaient ensemble dans le salon, Yvette déclara qu'elle allait faire du café. Non, du thé, lui cria Hartman en se mouchant. Le thé est meilleur pour les nerfs. Quelle épreuve! Il va falloir que nous la subissions chaque fois qu'il se montrera. Mon cœur battait si fort que j'ai cru avoir une attaque. Il posa une main attentive à son côté gauche, comme pour guetter des indices, puis il soupira et remit son mouchoir dans sa poche. Merveilleux, dit-il. Merveilleux. Alors, Phoebe, mon vieux, tu te sens mieux? Je me demande si Marianne regardait, dit Yvette au cours de la soirée. Il faut que je lui téléphone demain. Toto eut son rôle suivant dans un feuilleton roman que pour enfants qui passait l'après-midi à 5 heures. Il le joua très bien parce qu'il s'était mis à prendre le S au sérieux. Ces rôles devaient rester le préféré de Christine. Un moment, l'innocence dans une carrière lui promettait déjà. Ensuite il eut un rôle dans un film sur Channel 4. C'était un petit rôle, mais à un certain moment il devait ôter sa chemise. Cette scène devait y ouvrir de nouvelles perspectives, mais Christine ne l'aimait pas. Elle prévoyait pour son fils un conflit entre son extrême séduction physique et le sérieux qu'il avait récemment découvert. Elle redoutait pour lui les vulgarités de la publicité. Pendant quelque temps,
Elle rêva de le retrouver tel qu'il était, et même tel qu'il avait été, excessif, intraitable. Puis, elle se mit à réfléchir au pouvoir merveilleux qui l'avait amené là. Elle espéra qu'il serait assez fort pour résister aux tentations et aux corruptions de sa nouvelle carrière. Toto ne fut pas surpris d'être célèbre. Il avait toujours su qu'il le deviendrait. Le seul changement fut qu'il disposait désormais de moins de temps pour se livrer ou plonger dans les profondeurs de lui-même. À présent que le téléphone sonnait sans arrêt et qu'il y avait soudain beaucoup plus de femmes dans sa vie, il était très difficile de s'esquiver et de se retirer dans sa chambre verte. Personne ne pouvait croire qu'il était vraiment seul. C'était pourtant le cas, et cela dura. Sur les murs verts, le contour de la fenêtre ensoleillée glissait doucement avec les heures. Dans l'entrée, les portes des chambres d'Archie et d'Isabelle restaient fermées. À la fin du printemps suivant, Fibiche se décida. Sa décision lui vint tout simplement, comme dans un rêve. Il entra dans une agence de voyage et dit qu'il voulait aller à Berlin. Il allait se souvenir de cette promenade et des forsythias d'or qui moutonnaient dans les jardins de Londres. L'hiver avait été rude, et au début d'avril les jonquilles étaient à peine apparues dans le parc. Leurs têtes frêles tremblaient dans le vent mordant. Mais il y avait dans le ciel une légèreté qui annonçait un changement de saison. C'était comme si la roue avait tourné, annulant les hésitations passées et annonçant un rythme plus rapide, une efficacité nouvelle. Il dit avec douceur à Christine, « Il faut que j'aille à Berlin la semaine prochaine. » Seulement quelques jours il avait parlé si tranquillement, avec si peu d'angoisse, que Christine ne soupçonna rien. « Quel dommage que ce soit Berlin, » répondit-elle. « Si ça avait été un endroit plus chaud, j'aurais pu t'accompagner. » Il lui sourit. « Je t'emmènerai en voyage après, promit-il. Nous irons au soleil. » 211. Elle n'avait jamais connu l'ampleur, la profondeur ni le lieu des craintes de Fibiche, seulement qu'il était d'une nature inquiète et hésitante. Elle tenait tellement peu à se rappeler ou à ressusciter son enfance qu'elle ne pouvait pas vraiment comprendre pourquoi il voulait retrouver la sienne. À-dessus, chose curieuse, il avait le même point de vue qu'elle. Il considérait ceux qui s'extasiaient sur leur enfance avec amusement et aussi une certaine impatience. Au bureau, Niais et Godement se laissaient volontiers entraîner à une loquacité inhabituelle pour évoquer le passé, leur petite enfance, et Hartmann et Fibiche étaient frappés par l'insignifiance et la banalité de leurs histoires. Ils se sentaient coupés de tels attachements et du besoin de s'attendrir, sachant d'instinct combien ils étaient exposés dans ce domaine. La nostalgie est réservée à ceux qui ont des bases solides. Quand Godement donnait des nouvelles de sa mère ou quand Mier racontait les jeux et la gaieté qu'ils avaient connus dans la maison de Richmond que personnellement Hartmann trouvait épouvantable, ce qui expliquait qu'il ne voulut pas la quitter, Fibiche et lui se regardaient d'un air entendu. C'était Hartmann qui s'irritait le plus facilement des deux. « Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ?» disait-il. « Ce n'est pas poli. Personne ne peut participer. » Fibiche était plus indulgent. « Ce n'est pas leur faute si tu étais déjà un grand à 12 ans, disait-il. Il considérait les souvenirs d'enfance des autres au mieux comme embarrassants, presque du même ordre qu'exposer en public ses problèmes sentimentaux, une imprudence, un abus, une faute de goût, comme si l'objectif de la vieillesse était perverti. De telles réminiscences les excluaient et leur rappelaient leur statut incertain. Il ne permettait ces choses-là qu'à Yvette, et, même dans son cas, il ne pouvait échapper à un certain malaise. Tous 212. Deux connaissaient désormais la vérité sur la fameuse histoire du train de Bordeaux. Il y avait des choses qu'ils ne pouvaient partager qu'entre eux. Quand Fibiche annonça à Hartmann qu'il avait pris un billet pour Berlin, qu'il avait retenu une chambre au Kempinski et qu'il partirait dans 3 jours, ils conclurent un accord tacite mais clair pour tous les deux. Ils ne diraient rien à leurs épouses des raisons du voyage de Fibiche. Ils trouvaient que c'était une affaire trop grave, trop historique pour même l'expliquer. Pendant les 3 jours qui séparèrent l'annonce du voyage de Fibiche de son départ effectif, son humeur subit plusieurs variations inévitables. Comme il l'avait prévu, la sérénité avec laquelle la décision avait été prise, une sérénité qu'il associait aux gerbes d'or des forsythias, céda la place à la terreur au désir. Et le désir à une nostalgie suscitée davantage par la maison qu'il allait quitter que par celle qu'il avait l'intention de retrouver, si était possible. La veille de son départ, il ne tenait numéro 11 pas en place, il se levait de son bureau pour aller frapper à la porte de Hartmann, puis il laissait retomber sa main sans frapper. Il était intimement convaincu que ce qu'il ressentait ne pouvait être partagé avec personne, pas même avec Hartmann. La dernière nuit,
Il ne put s'endormir, il était étendu, contracté, quand soudain sa rigidité fut brisée par des mouvements convulsifs incontrôlables. Christine s'éveilla. Ça ne va pas, tu ne peux pas dormir, je vais t'apporter quelque chose de chaud, non, dit-il. J'y vais. Il était heureux de pouvoir se lever. Il revint avec du thé et des biscuits. Elle l'observa par-dessus sa tasse. Elle saisissait enfin la gravité de la situation. Il faut vraiment que tu partes, demanda-t-elle. Fibiche se força à lui faire un grand sourire plein de bonne humeur et la rassura, naturellement. Ce 213. CST, pic polir, itishim. N1, 11, reprenait Inifuanati glicmside 1,1, ok, iglui rs finito, iltre constitilide des réserves dr.1, iran prévisirn des célaté, à 111, 1, avlituig de point elfema.1 toujours ornéet qui il crestiné, l'IH1, TNA 11, IRC fils, J t'en prie, dis-lui ainsi si, Ikirii, un parieux matin arriva trop vite. Son avion tic décollait pas avant l'après-midi. Il alla au bureau Kwina d'Habitit et surprit tout le monde par son entrain. Il lui fallut un courage surhumain pour taire souriant. Il avait l'impression qu'il allait subir une opération et qu'il n'y survivrait peut-être pas. Il avait la fausse gaieté que s'impose le condamné pour laisser à ceux qu'il aime un souvenir heureux. Son sourire cachait un abîme lugubre qui s'ouvrait lentement et dans lequel Fibiche risquait de disparaître. À mesure que l'heure approchait, il se disait qu'il mourrait peut-être avant d'arriver à Berlin. La vie raisonnable qu'il avait héroïquement cherché à faire tenir debout était en train de le quitter par lambeaux, et le laissait aussi affligé qu'un pêcheur du Moyen-Âge abandonné par son Dieu, le Dieu auquel Fibiche n'avait jamais cru. Pourtant, quand Hartmann l'accompagna en voiture à l'aéroport, il se força encore à sourire et il lui fit remarquer un hérissé en fleurs dans l'un des jardins qui bordent la route assourdissante, comme s'il s'adressait à une vague connaissance. Au-dessus d'eux, un avion descendait lentement pour atterrir. Quand Hartmann l'eut quitté, Fibiche n'éprouva qu'inquiétude et nostalgie, mais il savait que l'acte qu'il avait amené dans ce lieu sonore et cette bousculade était inéluctable. Quelque chose lui disait qu'un jour il serait heureux de l'avoir accompli. La nostalgie, il savait qu'il essayait de l'analyser. L'inquiétude, il ne s'en rendait compte que progrès 214. Si vainc-t-il à compaglissier jusqu'il la fin on se comprenait, pique c'était Savic, il était un litre. 1, une éclipnie, le début SC, que Tiassi, 11, Sion Rusiki 11, 11111, VSRL, Annemer, T être la sainte solution. Lui SCI Anif 1111 Jo 11 Teptnis à ses problèmes il soildre, I, toujours. Yamwa T était petit être le bis et idlik l'ilf CCT, in prétendon, molly fin de l'attente, pkndan ervol, parmi ces braves gens, pli mangeaient leur viande froide centime cure baba au rhum, il eut le sentiment que sa vie approchait d'essayer sa conclusion, comme s'il ne devait plus tarder à être délivré. Ses pèlerinages, entrepris pour Toto, pour répondre aux questions de Toto, pour donner à Toto une lignée qui survivrait à la mort de ses parents, c'était, pensa-t-il, une répétition avant l'action véritable, le vrai retour. Il n'en attendait plus rien maintenant, bien qu'il l'eût entrepris avec Don Quichotisme et avec un courage qui le frappait maintenant par son absurdité. Il avait eu l'intention de rechercher des signes qu'il pût transmettre à son fils, mais soudain, à des milliers de mètres dans le ciel, il n'avait pas la force d'aller jusqu'au bout, il n'avait plus de courage pour ce qu'il s'était promis de faire. Hartmann avait hoché la tête. « Tu n'es plus jeune, avait-il dit. C'est trop lourd pour toi, laisse-le passer tranquille. Comment veux-tu raconter à Toto ce que toi-même tu ne sais pas ?» Mais Fibiche était resté convaincu que le passé lui serait rendu, comme une illumination, et que cette illumination lui donnerait son intégrité. Faute de quoi il devrait subir la nostalgie qui le poursuivait depuis ses premières années, une nostalgie sans fin. Vaillamment, il avait pensé qu'il devait accepter cette expérience, et qu'ensuite il pourrait prendre le repos qui lui était dû. Encore un effort, s'était-il dit, et mon passé sera tiré au clair, je ne me serai pas dérobé au devoir qui m'a effrayé toute ma vie. Après cela, plus rien, la BA. 215. Attitude du repos complet, la vie chez moi avec ceux que j'aime. Car soudain il aimait infiniment cette petite famille qu'il avait protégée. Il revit le visage, le Hartmann juste avant qu'il se sépare à l'aéroport. Il était grave, d'une sévérité inhabituelle, et se passait la main dans ses chicus argentés avec un geste
Pli était tout à coup celui d'un vieil homme. Avant le contre, les passeports, Hartmann l'avait serré dans ses bras, puis il s'était désigné à grands pas sans un mot. Fibiche savait qu'il serait là dans 5 jours pour l'accueillir. Yvette préparerait le dîner, parce que Christine serait trop nerveuse. Marianne serait peut-être là. Mais non, elle attendait de nouveau un bébé et n'allait pas très bien. Et Toto, il ne pensait pas que Toto serait là. Il ne le voyait pas très souvent et n'y comptait guère. Par discrétion, il ne lui téléphonait pas, de crainte d'entendre une voix de femme. Mais parfois, le dimanche après-midi, il apparaissait comme par magie et restait paisiblement avec eux. À l'heure du thé, il mangeait le gâteau de sa mère avec son appétit habituel. Fibiche pensait qu'il les étudiait, Toto savait peut-être lui aussi qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Ce que Fibiche ne supportait pas, c'était de voir la solitude de Toto, qui apparaissait maintenant comme une composante importante de sa personnalité unique. Il voulait lui donner des racines, une famille, un héritage, bien davantage qu'il ne les avait désirés pour lui-même. Il voulait que son ailleurs, loin des vents de la mer et des odeurs pénétrantes de l'herbe ou de l'eau d'un fleuve. Dans le court intervalle entre le bâtiment de l'aéroport et la station de taxi, il avait remarqué qu'il faisait plus froid, il n'avait senti qu'un vague d'essence, aucun goût particulier sur sa langue. Cette atmosphère sans saveur ne lui était nullement familière. Son taxi le conduisit adroitement sur le curfew standard où le ciel disparut momentanément sous les lumières et les publicités fixées sur les grands immeubles tels des emblèmes héraldiques ou des insignes d'anciennes guildes. La silhouette d'une église en ruine lui fit penser à une dent carriée. Il y avait dans les cafés des tables timides où personne n'était assis. Au Kempinski, l'accueil fut efficace, souriant, convivial, mais Fibiche trouva qu'il manquait de chaleur. Il fut surpris de répondre de la même manière, le seul fait d'être arrivé lui avait rendu une certaine assurance. Dans sa chambre, il écarta le lourd rideau blanc et constata un calme provincial troublé seulement par le grondement sort du métro. Épuisé tout à coup parmi ces braves gens, qui mangeaient leur viande froide sentie de cure baba au rhum, il eut le sentiment que sa vie approchait d'essayer sa conclusion, comme s'il ne devait plus tarder à être délivré. Cesser pèlerinage, entrepris pour Toto, pour répondre aux questions de Toto, pour donner à Toto une lignée qui survivrait à la mort de ses parents, c'était, pensa-t-il, une répétition avant l'action véritable, le vrai retour. Il n'en attendait plus rien maintenant, bien qu'il l'eût entrepris avec Don Quichotisme et avec un courage qui le frappait maintenant par son absurdité. Il avait eu l'intention de rechercher des signes qu'il pût transmettre à son fils, mais soudain, à des milliers de mètres dans le ciel, il n'avait pas la force d'aller jusqu'au bout, il n'avait plus de courage pour ce qu'il s'était promis de faire. Hartmann avait hoché la tête. Tu n'es plus jeune, avait-il dit. C'est trop lourd pour toi. Laisse-le passer tranquille. Comment veux-tu raconter à Toto ce que toi-même tu ne sais pas? Mais Fibiche était resté convaincu que le passé lui serait rendu, comme une illumination, et que cette illumination lui donnerait son intégrité. Faute de quoi il devrait subir la nostalgie qui le poursuivait depuis ses premières années, une nostalgie sans fin. Vaillamment, il avait pensé qu'il devait accepter cette expérience, et qu'ensuite il pourrait prendre le repos qui lui était dû. Encore un effort, s'était-il dit, et mon passé sera tiré au clair, je ne me serai pas dérobé au devoir qui m'a effrayé toute ma vie. Après cela, plus rien, la BA 215 attitude du repos complet, la vie chez moi avec ceux que j'aime. Car soudain il aimait infiniment cette petite famille qu'il avait protégée. Il revit le visage, le Hill Hartmann juste avant qu'il se sépare à l'aéroport, il était grave, d'une sévérité inhabituelle, et se passait la main dans ses cheveux argentés avec un geste. Pli était tout à coup celui d'un vieil homme. Avant le contre, les passeports, Hartmann l'avait serré dans ses bras, puis il s'était désigné à grands pas sans un mot.
Fibiche savait qu'il serait là dans 5 jours pour l'accueillir. Yvette préparait le dîner, parce que Christine serait trop nerveuse. Marianne serait peut-être là. Mais non, elle attendait de nouveau un bébé et n'allait pas très bien. Et Toto, il ne pensait pas que Toto serait là. Il ne le voyait pas très souvent et n'y comptait guère. Par discrétion, il ne lui téléphonait pas, de crainte d'entendre une voix de femme. Mais parfois, le dimanche après-midi, il apparaissait comme par magie et restait paisiblement avec eux. À l'heure du thé, il mangeait le gâteau de sa mère avec son appétit habituel. Fibiche pensait qu'il les étudiait, Toto savait peut-être lui aussi qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Ce que Fibiche ne supportait pas, c'était de voir la solitude de Toto, qui apparaissait maintenant comme une composante importante de sa personnalité unique. Il voulait lui donner des racines, une famille, un héritage, bien davantage qu'il ne les avait désirés pour lui-même. Il voulait que son fils fût un homme parmi les hommes et pas seulement l'être terrifié qu'il avait conscience d'être. Il faisait ce voyage pour cela, pour preuve de sa virilité, pour mériter le respect de son fils, même si celui-ci ne savait rien de ses raisons. Pour Toto, son père était en voyage d'affaires. On ne lui avait rien dit des intentions de Fibiche. Si tout se passait bien, il en serait informé. Et si, comme Fibiche commençait à le soupçon 216 NCR, il retrouvait, il y fait d'accabler Toto avec un insignidable, est l'autobiographie de Fibite. Il billa qu'il pense un lissier des cadeaux pour, il inonde, se acheter on savait des, la déesse est rentrée chez elle Tététéoti, il atteignit Berlin, la nuit tombait et un immense, floc, sans lune et sans étoiles, s'étendait sur un vil et Tim Knissi si Lutique s'aperçut qu'il n'était pas habitué à ces larges rues tranquilles, ces immeubles impersonnels, aux fenêtres austères, cet isolement d'une ville de l'intérieur, loin des vents de la mer et des odeurs pénétrantes de l'herbe ou de l'eau d'un fleuve. Dans le court intervalle entre le bâtiment de l'aéroport et la station de taxi, il avait remarqué qu'il faisait plus froid, il n'avait senti qu'un vague relent d'essence, aucun goût particulier sur sa langue. Cette atmosphère sans saveur ne lui était nullement familière. Son taxi le conduisit adroitement sur le Kurfürstendamm où le ciel disparut momentanément sous les lumières et les publicités fixées sur les grands immeubles tels des emblèmes héraldiques ou des insignes d'anciennes guildes. La silhouette d'une église en ruine lui fit penser à une dent carriée. Il y avait dans les cafés des tables timides où personne n'était assis. Au Kempinski, l'accueil fut efficace, souriant, compétent, mais Fibiche trouva qu'il manquait de chaleur. Il fut surpris de répondre de la même manière, le seul fait d'être arrivé lui avait rendu une certaine assurance. Dans sa chambre, il écarta le lourd rideau blanc et constata un calme provincial troublé seulement par le grondement sourd du métro. Épuisé tout à coup, il se déshabilla vite, se lava le visage et les dents, avec les dernières forces qui lui restaient, il se traîna sous l'édredon blanc et sombra dans un sommeil profond. Son sommeil fut si calme que lorsqu'il s'éveilla il se sentait apaisé et même un peu optimiste. Il jugea d'après le silence qu'il devait être encore très tôt, et pourtant elle avait l'impression, pique beaucoup. Le temps s'était passé dans un autre et qu'il avait été transporté D1M avec une précision absolue. On stick leva et prit un bain, jour calmement, l'absence avec soin et s'examina dame la glace. Il vit un homme grade, et mince aux cheveux gris, avec un visage laigrement c'est plus qu'un ivire, des épaules frêles, à peine voûtées, et une silhouette d'une sveltesse enviable. Malgré son appétit, il n'avait jamais pris de poids. Il fut surpris par l'expression de son visage, il avait un sourire doux, mi-affable mi-innocent. Je suis là, se dit-il, et je n'en suis pas mort. Je vais prendre mon petit déjeuner et j'irai me promener dans les rues. Il doit en sortir quelque chose. Et sinon, tant pis, parce que j'ai déjà fait ce que je voulais, j'ai pris le risque, je suis revenu. Et si je ne trouve rien, s'il ne se passe absolument rien, alors je pourrai peut-être rentrer un peu plus tôt que prévu. Cette dernière pensée lui parut lâche, encore que personne d'autre que lui n'avait organisé cette épreuve qu'il avait déjà réussi. Il regarda sa montre, 7h30. Il trouva qu'il pouvait commencer sa journée. Au restaurant, on le traita avec amabilité, et son courage vacillant déjà réconforté par son succès sembla lui revenir. À 8h30, il était déjà dans la rue, impatient de commencer l'expérience. Une couverture dense de nuages gris flottait haut dans le ciel au-dessus du large boulevard,
Peu de voitures circulaient, et Ibish n'apercevait que de temps en temps un homme sanglé dans un imperméable épais. Il était étonné par le silence et par l'air gris, tellement gris qu'il semblait lui brouiller premier la vue. Au large carrefour, des groupes clairsemés attendaient patiemment que les feux changent. La ville était sans caractère, récente mais déjà abîmée, avec un 218 air sinistre et usé, dominé par des immeubles résidentiels sans attrait disposés le long de larges rues interminables. Il fallait lever les yeux vers l'horizon et vers les toits des bâtiments les plus élevés pour voir enfin des signes d'activité industrielle ou commerciale, des banques et des sociétés qui cherchaient, comme autrefois, à accroître leurs bénéfices. Il quitta cette rue oppressante et se trouva bientôt à un grade, ni carrefour plein de travailleurs pressés. Sans être renseigné, il reconnut la gare du Zoo. Il savait qu'elle menait à l'est. H hésita, perdit courage et retourna sur ses pas. Au Kempinski, il retourna au restaurant et prit un autre café. Sans perdre tout à fait sa nouvelle assurance, il se rendit compte que la difficulté était de ne pas savoir quoi faire de son temps, pas même l'indispensable. Il était âgé et la perspective de traîner toute la journée l'accablait. De toute façon, il avait sous-estimé la taille de la ville, qui était immense, difficile à maîtriser. Les immeubles d'habitation qui s'étendaient à l'infini, les larges rues impossibles à conquérir, le grondement des trains, tout le remplissait de stupeur. Il fut forcé de réviser son plan d'origine qui consistait simplement à se promener en cherchant des repères. Il était déjà fatigué et il n'était que 9h30. Serait-il alors un touriste comme les autres? Avec un sourire mélancolique, il alla acheter un guide à la réception. Que faisaient les touristes dans une ville étrangère? Il supposa qu'ils allaient d'abord au musée. Il sortit aussitôt de l'hôtel, marcha jusqu'à une station de taxi, ouvrit la porte de la première voiture. Morjan, dit le chauffeur sans se retourner. Morjan, dit Fibish, Dalem, Bitfa, Bitchan. Il s'effondra dans le fond du taxi, en se demandant s'il serait capable de parler un peu mieux l'allemand qu'un touriste moyen d'Allen. Enfin, Ressoni QDFSV intérieure il s'attendait Cloelin. Willissi der Villa Tranfili les peintes en latine, Iv. Des toits pointus FT, Igv, 1, vers. Le intis TCLR gigantesque Fliti, Théariure. Parmi les forêts de Lyon, et dépouillé des parterres, 1. Le printemps n'avait pas tout, lié, reliques rouillées automne pétrifiées qui se prolongeaient dans le printemps d'une nouvelle année. Il paya le chauffeur, convint à lui qu'il viendrait le chercher clan 2 heures, SF, redressa et respira profondément. Debout sur les marches du musée, il regarda autour de lui, guettant un signe de reconnaissance, mais rien ne vint. Les oiseaux semblaient muets, tristes, sous un ciel lourd de nuages, les larges rues pavées étaient vides de toute présence humaine. Il aperçut à la porte de l'une des maisons un bouquet de ballons attachés au heurtoir. Une fête d'enfants, certainement, et il essaya de se rappeler s'il en avait une fillette qui zigzaguait sur sa bicyclette lui fit se demander s'il avait eu une bicyclette et s'il avait roulé dans une rue silencieuse comme celle-là. Mais rien ne vint et il se résigna à entrer dans le musée. Il ne reconnut rien de ce qu'il voyait. Quoi d'étonnant à cela? Il erra dans les pièces vides, surpris de pouvoir le faire, de ne pas être au bord de l'évanouissement. Il tressaillit devant les nus distordus, presque désarticulés, de l'école allemande, les sculptures torturées et peintures lurées qui avaient orné autrefois les autels des églises. Quand il sourit en reconnaissant une œuvre, ce fut un visage anglais, celui de Joshua Grigby par Gainsborough, alerte et confiant dans son élégante jaquette rose, nullement menacé par les rochers devant lesquels il posait ni par le ciel gris et bas sous lequel il se prélassait d'un air aristocratique. Fibish savait que c'était une fiction, mais combien rassurante, et il en fut un peu réconforté. Seul visiteur, il traversa du pièce où était le garde se levait à son entrée et attendait la Sion pour pouvoir se rasseoir. Fibish vit l'Uzeli, Utelsé capière d'une ancienne civilisation brutale et dans une galerie sombre des dents indiciées indistinctes, réduit par endroits à une tache, une trace. Puis, quand il ne put plus le supporter parce qu'il n'avait qu'à choix d'éprouver que de la douleur ou de l'indifférence, il s'enfuit dans la rue et se mit à marcher. Landstrasse, Fabextra SSE, il marcha en se tordant les pieds sur les pavés jusqu'à un bouquet de bouleaux argentés apparemment morts. Dans ce silence lugubre, l'été et l'hiver semblaient aussi lointains l'un que l'autre. Les maisons, semblables à celles de Hansel et Gretel,
ne laissait pas deviner d'habitants. Il essaya de trouver un magasin, un café, n'importe quoi pour briser ce silence inhumain. Il se sentait à la fois à l'aise et mal à l'aise. Il ne pouvait mesurer ses progrès qu'au fait qu'il n'était plus nostalgique. Il pensa à Christine avec étonnement, comme si c'était une étrangère qu'il aurait connue autrefois. Il pensa à Hartmann qu'il voyait maintenant vivant, exubérant, joyeux, ignorant la fatigue du Nord qui pesait sur Berlin. Il est vrai que Hartmann venait de Munich, une ville élégante et déjà méridionale. Il comprenait pourquoi Goethe désirait tant le soleil et les arbres gracieux de l'Italie. Pourtant, Goethe était de Weimar et n'avait sûrement pas eu à souffrir de la morosité qui affligeait cet endroit. Il retourna vers le musée et fut soulagé d'entendre arriver le taxi. Il regarda sa montre. 11h30 seulement. Dans l'après-midi, déjà à bout de force, il prit un autre taxi pour Charlottenburg. Il ne reconnut pas le lieu, tout en se disant qu'il avait dû déjà voir le grand palais jaune. Il se mêla à la foule, enfila des pantoufles sous le regard S.I.D. centilitres, 1, T1, un cri l'épique qui dans Zik pièce letco, LM flic grossière zo, IE notamment exposé des portes cléiques 1, ST1 blanc, 11, 111 01 circonflexe 11, 1, rue, un Yvkatix rictic J, D, avec, si war les composés de gravier, un DC8, les partres F, oritriclitique, découpés dans la policière crook, était destin être, jamais dérangé. Il se sentit écrasé de fatigue et ne put pas attendre la fin de la visite. Et ce n'était que le premier jour. Il repartit en taxi, s'installa au café Kranzley et mangea furtivement de part de Lazerlort. L'apport soudain de sucre dans le sang lui fit du bien et il put marcher jusqu'à l'hôtel, les pieds douloureux. Il demanda sa clé, boitilla jusqu'à l'ascenseur et retrouva sa chambre blanche avec presque du plaisir. Hartmann avait raison, pensa-t-il. Je ne suis plus jeune. Il appréhendait la nuit, sans personne auprès de lui pour le réconforter. Mais une fois encore le sommeil vint vite, un sommeil calme et extrêmement profond qui le laissa au réveil maître de lui, et prêt pour cette étrange parenthèse, comme si, heure après heure, il subissait une épreuve à laquelle fait incroyable il réussissait à survivre. Dehors, la blancheur du ciel promettait la dissipation des nuages engourdissants qui l'avaient troublé la veille et finalement affaibli. Il se demanda encore une fois que faire de son temps, mais il se résigna, comme il ne s'en serait jamais cru capable, d'abord petit déjeuner, et ensuite, ce que faisait le touriste anonyme, puisqu'il n'était pas différent. Comme la journée s'annonçait belle, les serveuses avaient enlevé les chaînes qui attachaient les chaises de fer aux tables disposées sur le trottoir à l'extérieur de la salle de café du Kempinski. Fibiche devait-il se transformer pour un temps en flâneur, en oisif qui sirote son café en regardant les passants? Mais non, cela, c'était le rôle de Hartmann. Le sien avait toujours été le plus difficile. Il décida, l'aller à l'est, d'essayer encore de trouver l'illumination, le choc du souvenir qui signifierait qu'il était revenu chez lui. À la gare du Zoo, il prit un billet pour Friedrichstrasse, la foule lui causa une frayeur passagère. Parmi les Allemands anonymes, se trouvaient des touristes français bruyants, des étudiants japonais avec des sacs à dos. Il se souvint qu'il était un monsieur convenable d'un certain âge qui ne pouvait pas se lier aussi facilement qu'eux. Il se sentit seul, sans aide, il n'appartenait à aucun groupe. S'il tombait malade, pensa-t-il, personne ne viendrait à son secours. En outre, s'il tombait malade à Berlin-Est, personne ne saurait qui il était. Rendu ainsi à un statut de réfugié, debout dans une immobilité d'hypnose près des portes du vieux wagon, il plongea dans les profondeurs familières de la mélancolie en regardant les lignes d'immeubles sans fin qui s'approchaient et reculaient, le long de larges rues apparemment désertées qui se croisaient et se recroisaient comme des lignes de chemin de fer dans le paysage fractionné, semblable à une immense gare de triage déserte. Au poste de contrôle de Friedrichstrasse, il fut pris dans une queue d'hyparate, et il eut du mal à contenir la panique qui l'envahit tandis qu'il avançait à petits pas dans l'étroit passage vitré où l'on délivrait les visas. Là, les nationalités reprenaient leurs droits. Les Français riaient et fumaient, les Japonais jacassaient et poussaient, les Allemands attendaient impatiemment. Fibiche se sentait mal, cette aliénation, au moins, il la reconnaissait. C'était le sentiment sous-jacent à son mal du pays ordinaire. Puis il reconnut ce mal du pays comme le luxe qui avait remplacé la terreur fondamentale, à l'état brut,
qu'il avait suivi d'un pays dans un autre temps d'années plus tôt. Il comprit que ce pouvait être ce que d'autres ressentaient, même si les GIE ou le remplaçaient plus adroit le déguisaient en austérès, un attachement leur enfance qui était au paraissait artificiel. Mais 0 à lui ce n'était pas si facile de regard, d'air en arrière. Cependant, s'il devait apprendre si, PLF chose de cette expédition, ce serait que, tout temps, ilium, tant la terreur, l'aliénation et le désir, il parvenait quand même à rester encore debout. Il n'en était pas mort. Se serrer pour passer par la porte étroite où était arrivé un attachement leur enfance qui était au paraissait artificiel. Mais 0 à lui ce n'était pas si facile de regard, d'air en arrière. Cependant, s'il devait apprendre si, PLF chose de cette expédition, ce serait que, tout temps, ilium, tant la terreur, l'aliénation et le désir, il parvenait quand même à rester encore debout. Il n'en était pas mort. Se serrer pour passer par la porte étroite où était arrivé petit à petit la file d'attente ressemblait tellement une naissance symbolique qu'il en rit, et quand il fut sa paire libre, sous un soleil agréable, il se dirigea d'un air décidé vers un Téden-Lindandon. Mystérieusement, il connaissait le chemin. C'était une avenue encore plus large que celle qu'il avait traversée, mais chargée elle aussi de ce silence qui n'avait rien de paisible, dépourvu de vie. De l'effervescence des grandes cités l'impression était encore plus forte dans cette zone et tout peu. C'était une avenue encore plus large que celle qu'il avait traversée, mais chargée elle aussi de ce silence qui n'avait rien de paisible, dépourvu de vie. De l'effervescence des grandes cités l'impression était encore plus forte dans cette zone et tout peu de gens flânaient pour le plaisir, où des immeubles carrés se faisaient face dans la grande avenue et où les bourgeons des célèbres tilleuls n'étaient pas ouverts. Au loin, dans une lumière floue, Fibiche aperçut la porte de Brandebourg. L'ayant reconnu, il considéra qu'il avait passé l'épreuve qu'il s'était fixée. Il trouva un modeste café vitré et y entra. Le café qu'on lui apporta était noir et fort. Délicieux. Il regarda autour de lui, soudain de bonne humeur, comme un étudiant qui vient de passer ses derniers examens. Un jeune homme dans un coin mangeait des œufs sur le plat. Des conversations à voix basse, d'une pondération inhabituelle, lui parvenaient des tables voisines. Pas de musique, une tranquillité provinciale. Il paya l'addition, souleva son chapeau et sortit au soleil pour retourner à la gare de Friedrichstrasse. De retour sur le Kurfürstendamm, il se sentit libéré de l'étrange obligation qu'il avait poursuivie toute 224 VIC, centimes, Lucille PC 111 points, IRS 111.11, 1111.1, 111 sur KS Croin, Itz Flurk, Itien, 1111, S, 1, VD 111 Xiripiski et Tekntoti, S, SV, 1, 111, 111, premier point virgule Oriave, 1, point Annie 15 Chevola, 11 heures, un lycée CF la Lissori, Loti CCT AVC, 10111, 111, 5 C,1111 P11 pied 1, 11,11, 10 Irman criant la 20, d'avoir l'air plek, dic non LLNVI, STU, Tréasitna, 1, 5 Versisius qu'au tréfond de l'UITN qu'un par la dernière vision de sa mère évanouie et de son père, penché sur